Bonjour, bonjour tout le monde. On est vraiment désolé pour ces quelques minutes de retard. On a eu des petits problèmes techniques, mais tout est réglé. Pour ceux qui se joignent à nous, on va vous demander de fermer votre micro et votre caméra pour être sûr que tout fonctionne bien durant la conférence. Donc, je me nomme, mon nom est Cassandra Plot, je suis conseillère en communication et marketing pour la Faculté de sciences et génie. Puis, je me trouve avec M. Michel Guillot qui va être votre conférencier aujourd'hui pour la conférence qui se nomme Assemblée des véhicules au moyen d'adhésifs. Donc, on va parler ici de technologie et d'innovation. Donc, M. Guillot, bonjour et merci d'être là aujourd'hui pour cette conférence. Donc, je tiens à vous rappeler que la conférence se donne aussi en entreprise. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous en faire part, puis on va pouvoir regarder ça avec vous. Donc, sans plus tarder, je vais laisser M. Guillot présenter son sujet aujourd'hui. Puis, en fait, la conférence dure 50 minutes. On a un 10 minutes de questions à la fin. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat, puis je pourrai les poser ensuite à M. Guillot. Donc, je vous laisse la partie. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, la présentation va se diviser en deux principales parties. Premièrement, compte tenu que vous n'avez pas nécessairement des connaissances approfondies dans les adhésifs, je vais commencer par ça. Je vais essayer de vous amener à un niveau raisonnable de compréhension. Et après ça, la deuxième partie, ça va porter plus sur l'assemblage de véhicules. Donc, allons-y tout de suite pour l'introduction aux adhésifs. Donc, vous vous souvenez peut-être ceux qui ont un certain âge, comme on pourrait dire, comme le mien, ou même ceux qui suivaient un peu on pourrait dire la publicité qu'il y avait sur les adhésifs dans les années 90 ou fin 80, début 90. On parlait à ce moment-là de Crazy Glue. Donc, c'était un adhésif qu'on appelle le type cyanoacrylate, mais qui était utilisé et pour pouvoir le commercialiser, ils ont fait une publicité où un homme était carrément suspendu en dessous d'une poutre. Donc, au début, cet homme-là, il était malheureusement hésitant, avec raison quand même. Et suite à ça, donc, évidemment, lors des prises de vue, ça avait été classé comme ça, c'est-à-dire que la personne se tenait après son casque et c'était uniquement l'adhésif qui supportait la personne en question, c'est-à-dire une personne d'environ une centaine de kilos. Et si je regarde ça, ça veut dire que le point de fixation entre la petite plaque au-dessus du chapeau et la poutre, donc, faisait à peu près 3 pouces par 3 pouces. Quand on regarde ça aujourd'hui, avec les adhésifs structuraux, on peut facilement coller de façon très sécuritaire une voiture de 1800 kg. Donc, avec des adhésifs évidemment appropriés, avec les mêmes surfaces, avec les mêmes genres de conditions. Donc, c'est un petit peu à titre introductif et historique un petit peu en même temps. Donc, les adhésifs, en fait, sont presque partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les retrouve dans l'électronique. On les retrouve pour placer, par exemple, des micropuces dans un boîtier de plastique, dans l'espace, pour faire assembler simplement des parois qui sont minces, parce que le poids est très important dans l'espace pour le minimiser. Donc, les adhésifs peuvent être utilisés. Mais quels adhésifs peuvent résister à des variations de température extrêmes comme on retrouve dans l'espace, à des rayonnements solaires, et en plus de ça, en évitant le dégazage qui ferait en sorte que ça détériorerait, il y en a. Il y en a quelques-uns, effectivement, et ils sont utilisés dans le domaine spatial. On parle aussi du domaine de la santé, du domaine de la construction, des électroménagers. On fait des produits qui nous environnent. Vous en mangez probablement des adhésifs dans vos repas réguliers sans même vous le savoir. Et en même temps, au niveau de l'automobile et de l'aéronautique, qui va être le sujet de la deuxième partie, bien évidemment, il y en a aussi, on va en parler de façon beaucoup plus détaillée. En fait, on ne se limitera pas à l'automobile et à l'aéronautique. En fait, l'aéronautique, ça va être une brève présentation d'une page. Et l'automobile, ça va être un peu plus détaillé. On va voir les pourquoi, comment tout ça, ça s'applique. Puis en même temps, dans d'autres types de véhicules également. Donc, commençons par, c'est quoi un adhésif? Si je posais la question à un jeune enfant, il me dirait, c'est quelque chose qui colle. Oui, ça colle, mais ça colle comment? Qu'est-ce qui fait que ça adhère? Donc, on va le voir dans la page d'après, mais premièrement, c'est quoi un adhésif? Si on prend à la base,
Donc, les adhésifs qu'on utilise à tous les jours sont des adhésifs typiquement à base de polymère. Donc, c'est-à-dire que ça va faire partie d'une des familles, soit des élastomères, des thermoplastiques ou des thermodurcissables. Ce qui veut dire que si je prends, par exemple, une silicone, bien, un tube de silicone, j'applique une silicone, ben, c'est un élastomère. Donc, c'est un Non, non, non. matériau La petite qui flèche, va, c'est une qui fois là? solidifié, une fois qu'il va être solidifié, il va permettre de faire de faire adhérer des surfaces ensemble ou de servir comme scellant. On verra tantôt la différence entre les deux. Les thermoplastiques, c'est ce qui nous environne le plus comme tel. Donc, si je prends n'importe quelle pièce en plastique, bien, ce sont des thermoformables, c'est-à-dire thermoplastiques. Ça veut dire quoi en particulier? Bien, ça veut dire que pour les thermoplastiques, j'ai des, sans rentrer dans la chimie, là, j'ai des chaînes moléculaires, je pars de monomères qu'on voit ici à la gauche. Puis, donc, on va juste me mettre en mode présentation, pointeur, pour que vous puissiez voir plus facilement pour le reste de la présentation. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle des monomères. Les monomères, comme tels, sont, avec la polymérisation, sont transformés en une chaîne moléculaire. Donc, comme vous voyez ici, une chaîne avec des liens covalents. Et vous allez avoir après ça des atomes qui vont être aux extrémités de chaque côté de la chaîne. Et ce qui fait en sorte que quand la chaîne devient assez longue, bien, elle s'entremêle et puis elle peut être une structure ordonnée ou désordonnée. Et ces liens-là qui restent, ce sont des liens plutôt faibles entre les côtés de la chaîne, qui font en sorte que si je mets de la chaleur, bien, je peux rendre malléable le polymère et retourner à l'état solide quand j'abaisse la température, et ainsi de suite comme ça. Donc, ça, ce sont les thermoplastiques. Les thermodurcissables sont différents. Thermodurcissables, comme par exemple des époxys, si je reviens juste ici, voilà. Donc, quand je parle d'époxy, on parle d'oligomères et ceux-là, c'est comme des genres de petits bouts de chaîne moléculaire qui, lorsqu'on ajoute un durcisseur, un catalyseur, donc ça fait en sorte que ça vient lier ces oligomères-là ensemble pour créer le polymère. Donc, si vous regardez un produit commercial à gauche, cartouche un peu comme celle-ci, ça c'est une autre marque, mais c'est la même chose. Si je regarde une cartouche comme ça, bien, vous avez la résine ici et vous avez le durcisseur. Donc, ça fait en sorte que quand on les mélange les deux, ça crée notre matériau solide et on a un temps limité pour le faire. Donc, ça, c'est un peu les différentes catégories. Donc, lesquelles sont les meilleures, lesquelles sont... Ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc, commençons par faire la distinction entre un adhésif et un scellant, parce que souvent, on confond les deux. Premièrement, un adhésif, ça va généralement avoir une résistance de plus de 1000 PSI, c'est-à-dire plus de 1000 livres par pouce carré, ordre de grandeur. Ce qui veut dire que si moi, je prends une silicone, ben, je n'aurai pas nécessairement cette capacité-là. Ça va être plus considéré comme un scellant qu'un adhésif, malgré que quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi, 500 PSI ou 300 PSI, ça revient correctement. Ça fait mon affaire. Ça veut dire quoi, ça, 1000 PSI? Bien, 1000 PSI, si vous prenez un joint, on en prend un petit simple ici. Donc, mettons, vous prenez une éprouvette et vous avez une zone sur laquelle est appliqué l'adhésif. Donc, si je prends cet adhésif-là, cette éprouvette-là, et je la tire avec une force suffisamment grande, bien, ça veut dire que je peux, par pouce carré de surface, aller chercher jusqu'à 1000 PSI en force ultime ou force maximale lue lors de l'essai. L'autre caractéristique qui différencie les deux, c'est le fait que l'adhésif va être, on pourrait dire, partiellement étanche, ça dépend. Puis il peut être très étanche, il peut être partiellement étanche, ça dépend des adhésifs. Leur nature, est-ce qu'il peut être infiltré par des liquides? Ça aussi, ça fait partie de la nature de l'adhésif. À l'inverse, un scellant va être davantage étanche à l'eau, à l'air, ou en fait à tout contaminant qu'on pourrait viser. Puis généralement, les zones qu'on peut sceller sont plus larges. Donc, on n'est pas limité à une faible épaisseur. La forme, ben ça varie. C'est des liquides 1 à 2 composants. Un composant, ça veut dire que le durcissement de l'adhésif se fait d'une façon particulière. 2 composants, c'est que j'ai ma résine et mon durcisseur que je mélange ensemble. Puis, ces adhésifs-là peuvent être
visqueux, en pâte, en film, en ruban, et donc une multitude de formes possibles. Pour vous donner un petit peu l'indication de la différence entre les deux, pour dire autrement dit que ce n'est pas toujours très net, par exemple, si je prends du silicone qui sert comme scellant, bien, elle existe aussi comme adhésif, avec des propriétés quand même relativement proches d'un scellant. Puis à l'inverse, si je prends un polyuréthane, qui est un adhésif plutôt flexible, bien, je peux m'en servir aussi comme scellant. Donc, vous voyez que la distinction n'est pas toujours si claire que ça. Donc, mais l'adhésion, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que deux matières vont adhérer l'une sur l'autre? Bien, typiquement, l'adhésion peut se faire selon différents mécanismes. Et commençons par regarder un peu la géométrie, qu'est-ce qu'on a entre les mains. Donc, premièrement, supposons que j'ai deux pièces que je veux coller. Par exemple, ces deux pièces-ci. Si je veux faire adhérer ces deux pièces-ci, j'ai de l'aluminium d'un côté, de l'aluminium de l'autre côté, et j'ai un adhésif, un joint d'adhésif entre les deux. Donc, je vais avoir ici, comme c'est illustré présentement, je vais avoir l'adhésif et je vais avoir des interfaces qui vont me lier à l'aluminium. Si c'est un adhésif qui est liquide, principalement, bien, on va vérifier, par exemple, s'il mouille adéquatement. Habituellement, dans les adhésifs commerciaux, c'est déjà prévu comme ça. Mais bon, le mouillage veut dire quoi? Je dépose une goutte d'adhésif sur la surface métallique, l'aluminium par exemple, et je regarde l'angle pour voir quel est le niveau de, on pourrait dire, de mouillage ou d'étendue, autrement que l'adhésif va se prendre par défaut. C'est sûr que si j'ai ce qu'on voit dans la figure de droite, donc un faible mouillage, donc ça fait en sorte que l'adhésif va avoir de la difficulté à atteindre la zone et ne sera pas très bon. Ça, c'est la première caractéristique qu'on regarde. Mais comment ça fonctionne? Typiquement, il y a différents mécanismes, si on veut. Il y a l'adhérence chimique. L'adhérence chimique, dans les liens moléculaires que je vous montrais tantôt, sans aller dans le détail, vous avez des liens forts, comme par exemple des liens covalents ou ioniques, et des liens faibles, qui sont genre hydrogène ou Van der Waals. Quand on parle d'adhérence chimique, ça dépend qu'est-ce qu'on colle. Donc, dans certains cas, on va s'attaquer aux liens forts, mais souvent, ça va être des liens faibles qui vont être utilisés, Van der Waals, ou qui est plus de nature électrostatique, ou encore des liens hydrogène qui peuvent être aussi utilisés. Donc, le fait d'avoir des liens faibles, est-ce que c'est un problème? En fait, la quantité de liens puis l'intimité des contacts entre l'adhésif et la face de la pièce d'aluminium, par exemple, fait en sorte qu'on a quand même une adhésion puis une force d'adhésion suffisamment grande. En fait, tellement grande que dans certains cas, quand on fait des tests, l'éprouvette peut casser sans que l'adhésif ait cassé lui-même, donc qu'elle se soit brisée. Il y a aussi des facteurs mécaniques qui peuvent s'ajouter, comme par exemple, si je passe un sablé sur ma face d'aluminium, je crée de la rugosité et je viens augmenter en partie la surface de contact entre l'adhésif et l'aluminium par la force des choses. Il y a aussi des micro-porosités ou des on pourrait dire, formes qui font en sorte que l'adhésif peut s'infiltrer un petit peu plus loin ou créer des liens mécaniques. Mais ce n'est pas souvent le cas. On n'a pas tout le temps ça. La dernière possibilité, c'est la diffusion, c'est-à-dire surtout pour les polymères. Donc, certains polymères vont permettre à l'adhésif avec ces chaînes moléculaires, de s'infiltrer à l'intérieur de la structure moléculaire du polymère. Donc, ça fait en sorte que si moi, je veux faire adhérer, par exemple, du polyéthylène avec un adhésif, qui est souvent un petit peu plus difficile, ce mécanisme-là va bien fonctionner, va mieux fonctionner. En fait. Regardons maintenant, faisons un petit tour du côté historique, juste pour voir d'où ça vient, puis vers où on s'en va. C'est jamais mauvais. Donc, au départ, si je regarde d'où ça vient, on commence avec en 1814, date. Donc, c'est le premier brevet qui a été déposé pour des adhésifs faits à partir d'ossements d'animaux. Je continue ça. Je m'en vais maintenant en 1875 où on a commencé avec des colles à faire du collage de bois, donc contreplaqué, mais pas la qualité qu'on retrouve aujourd'hui. En
1927 à 1930, les premiers adhésifs à base de caoutchouc, premier ruban adhésif aussi à pression, donc comme un ruban de scotch tape, mais avec du caoutchouc à la base, avaient été faits. Ensuite, des nouveaux adhésifs sont apparus, en fait des nouveaux polymères. Des acryliques, polystyrène, PVC, polyéthylène, et là, on s'est rendu compte qu'ils étaient aussi collants. Donc, comme je disais tantôt par rapport à un enfant qui parlerait. Donc, plus que c'est collant, ben, ils ont commencé aussi à l'utiliser pour faire l'adhésion. 1944 à 48, premier adhésif pour le métal, en 1944 en particulier, et la première époxy en 1948. Fait que les époxys, ces différents adhésifs-là, on les retrouve où? Ben, l'époxy, entre autres, vous avez probablement vu des chaloupes en fibre de verre ou encore des dessus de balcon ou des dessus de galerie avec recouverts de fibre de verre. Ben, la résine qui est utilisée, c'est une résine à base d'époxy. C'est un peu comme l'adhésif que je vous parlais tantôt. Donc, quand on regarde ça ici, on est rendu là. Prochaine étape, donc si je continue, là, ici, vous avez les cyanoacrylates. Les cyanoacrylates, tantôt, je parlais de la Crazy Glue, c'est un adhésif instantané qui est basé sur des cyanoacrylates. Donc, c'est apparu la première fois en 1960. Pas parce que ça apparaît en passant que c'est commercialement disponible tout de suite en partant. Donc, ça fait en sorte qu'il y a du temps de développement. Après ça, on est arrivé ici avec des adhésifs résistants à des températures allant jusqu'à 500 et même un petit peu plus que 500 degrés Celsius. Ça commence à être beaucoup. On ne parle pas de degrés Fahrenheit, on parle de degrés Celsius. Donc, ce genre d'adhésif-là a le potentiel d'aller dans l'espace, entre autres. Après ça, il y a eu des améliorations sur les méthodes de durcissement, que ce soit au niveau du durcissement par UV, par la chaleur, durcissement liquide avec des catalyseurs ou des éléments de durcissement. Et puis, donc, ça continue à s'améliorer. 80 à 2010, perfectionnement des adhésifs, beaucoup de marques, des produits qui deviennent beaucoup plus sérieux. Puis la confiance ça accroît au fur et à mesure que les données sont disponibles, au fur et à mesure que des tests sont faits. Donc, il y a de plus en plus d'informations disponibles. Et là, si je continue, par exemple, avec aujourd'hui, énormément d'adhésifs très spécialisés. On contrôle le temps de fixation qu'on a, on contrôle le temps de travail, c'est-à-dire on contrôle beaucoup de facteurs, on améliore l'adhésion, on fait en sorte que c'est applicable sur des matériaux et on a des matériaux donnés. Et à ce moment-là, on a aussi des applications à plus grande échelle au niveau structural dans l'automobile. Donc, c'est ce qui apparaît de plus en plus, puis c'est pas fini. Chiffre d'affaires, en 2016, c'était 49 pour la vente d'adhésifs de toutes sortes. Donc, c'était 49,5 milliards de dollars US, alors qu'aujourd'hui, on n'est pas aujourd'hui, mais en 2021, on est rendu à 63 milliards et probablement qu'on va dépasser le 100 milliards d'ici 2 ou 3 ans. Ça augmente, ça progresse très rapidement actuellement. Donc, c'est un secteur en croissance rapide. Dans l'automobile, on verra qu'il y a aussi une croissance de ce côté-là qui est significative. Les types et formes d'adhésifs maintenant. Donc, l'adhésif liquide. Les adhésifs liquides qu'on voit ici, on le voit en image en pas grand temps, voilà. Donc, ici, vous en avez deux sortes. Vous avez un adhésif ici qui est un adhésif donc, de type époxy et ici, métacrylate. Deux marques différentes, mais les deux font les deux. Donc, on peut se procurer des métacrylates, aussi des acryliques, si on veut, aussi chez 3M et inversement pour Loctite où on peut se procurer des adhésifs à base d'époxy. Et en fait, beaucoup plus. Si je continue, donc, il y a des adhésifs anaérobiques, des adhésifs instantanés, comme la cyanoacrylate que je parlais tout à l'heure. Vous avez c'est-à-dire la Crazy Glue que je mentionnais, Supercolle. Des adhésifs avec durcissement UV, ça veut dire qu'il faut les exposer à des rayonnements ultraviolets pour que le durcissement se fasse. Des adhésifs à durcissement à chaud. Ça peut être pratique, par exemple, si moi je veux faire mon collage, mais je veux prendre tout le temps qu'il me faut. Je mets mon adhésif, je fais mon assemblage, et après ça, je le mets dans un four et je le fais cuire. Donc, ça va permettre de durcir mon adhésif et obtenir des propriétés intéressantes. Adhésifs structuraux 1 ou 2 composants. Vous avez des exemples ici en images qui sont juste là. Ce sont des adhésifs qui
ont effectivement deux composants pour la totalité des deux images. Mais dans certains cas, on a un composant. Comme là, actuellement, je suis en train de tester un terroson. Et donc, c'est un adhésif à durcissement chaud. Et puis, celui-là, bien, effectivement, j'ai tout le temps qu'il me faut pour le traiter. C'est un composant seulement. Il y a des films structuraux aussi qui sont utilisés dans le domaine aéronautique. C'est des films un peu comme on voit ici. Et ces films-là vont être évidemment déposés, appliqués. On a quand même du temps pour les travailler et on peut après ça faire l'assemblage et compléter. Il y a des adhésifs flexibles pour lesquels je n'ai pas d'image. Puis il y a aussi des rubans. Puis il y a différents types de rubans que vous voyez ici notamment. Je vais juste passer mon doigt à travers l'image. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un ruban un peu comme l'Alien Tape qu'on voit annoncé à la télévision présentement. C'est un ruban qui est adhésif des deux côtés et qui a une certaine souplesse, fonctionne donc à pression et c'est donc sensible à la pression et va pouvoir adhérer sur plusieurs types de surfaces. Même, comme le dit dans l'annonce, même sur de la brique, même sur du verre et sur différents matériaux. Vous avez un autre type de ruban ici. Il y en a, entre autres, que certaines compagnies font, comme 3M, par exemple, qui vont faire des adhésifs à base de mousse, donc de mousse acrylique, avec des liants sur les deux faces, et ça peut être quand même assez tenace. Et il y a aussi, évidemment, les colles chaudes, colle en bâton, que vous connaissez quand vous faites du bricolage, sauf qu'au niveau industriel, sont souvent généralement, en général, sont plus performants. Quand on parle d'adhésifs structuraux, parce que c'est de ça qu'on va parler principalement après. Donc, c'est quoi les adhésifs structuraux? Bien, ce sont des adhésifs comme l'époxy, des acryliques structuraux, comme des métacrylates, comme des polyuréthanes, et certaines polyuréthanes. Bien, ça, évidemment, les performances sont plus élevées. Et si on regarde les performances, par exemple, de certains adhésifs que j'ai mentionnés tantôt, entre autres ici, les rubans de mousse acrylique, 200 à 500 PSI de capacité, ou 1.4 à 3.4 MPa. Les colles chaudes, jusqu'à 3.4, donc jusqu'à 500 PSI, c'est quand même pas si mal au niveau industriel. Mais pensez toujours que ces valeurs-là, c'est toujours des valeurs ultimes. Ça brise à cette valeur-là selon certaines conditions. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus après. Et après ça, vous avez le cyanoacrylate polyuréthane de 2 à 7, donc autrement dit de 1000 à 3000 PSI, les acryliques jusqu'à 4000 PSI, les époxys jusqu'à 6000. Bon, évidemment, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Par exemple, si moi, je veux faire un assemblage, bien, si je fais mon design en fonction de ma conception de mon assemblage, en fonction de ce que je vois là, bien dommage, mais ça va carrément lâcher. Donc, il ne faut pas viser ces valeurs-là, il faut viser évidemment beaucoup moins ça. Puis, il y a différents types de comportements qu'on va devoir regarder en termes de comportement d'adhésif. Ici, évidemment, les valeurs qui sont là, ça sert à comparer les adhésifs, à voir leur performance de manière globale, mais évidemment, on travaille en conception avec des valeurs beaucoup plus petites que ça, qui tiennent compte des effets de fatigue, des effets de déformation à long terme, des effets de perte d'adhésion, comme dans le cas des époxys, donc une adhésion partielle, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Les acryliques, il y a un fluage à long terme. Donc, on tient compte de tout ça pour s'assurer que l'application fonctionne. Remarquez ce que je vous ai montré au début de la première image avec la voiture qui était supportée par une plaque de 3 pouces par 3 pouces. Ça ne poserait pas de problème parce que tout ça, c'est pris en compte dans la valeur que je vous ai donnée. Donc, ça fait en sorte qu'on serait quand même avec une situation qui serait très sécuritaire. Vous avez quelques exemples ici d'adhésifs. Ceux qui sont en orange, ce sont des adhésifs qu'on appelle structuraux. Et vous avez les mêmes images que tantôt qui sont représentées de nouveau ici. Donc, là, l'autre question qu'on se pose souvent, c'est quel matériau est-ce qu'on peut coller avec ça? Est-ce qu'on peut coller des métaux? Est-ce qu'on peut coller du bois? Oui, ça se fait depuis longtemps, depuis les années 1800, fin des années 1800, mais je peux coller plein d'autres choses. En fait, si je regarde ça, les métaux, en fait, la plupart des métaux peuvent être collés sans aucun problème. Donc, je peux aussi coller des polymères, l'ABS, acrylique, nylon, polycarbonate, etc. Polyéthylène un petit peu plus difficilement. Et certains autres polymères, comme par exemple, si je prendrais du PTFE, du Teflon, bien, c'est sûr que ça, je vais avoir de la misère. Donc, ça risque de ne pas coller. Je n'aurai pas de performance du tout. Donc, il y a aussi les composites, comme par exemple la fibre de carbone, la fibre de verre.
nid d'abeilles dans les avions, par exemple, pour les planchers d'avion. On va retrouver ça là. Des réfractaires, comme par exemple la céramique, du verre. Comme par exemple, ici, j'ai un panneau de verre devant moi. Donc, pour les panneaux, autrement dit, qui sert à illustrer, à me voir, puis en fait, surtout aussi à pouvoir voir les deux choses en même temps, c'est-à-dire l'image et le reste. Mais si je regarde ça, je pourrais faire une adhésion, mettre mon éprouvette sur le panneau de verre, et puis ça va résister très, 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 très longtemps. En fait, ça va résister jusqu'à temps que je casse le panneau de verre, parce que l'adhésif ne lâchera pas. Donc, la brique, ciment, béton, d'autres possibilités. Bois et agglomérés aussi, ça fait partie des différentes possibilités. Du vivant, des os, des tissus. La cyanoacrylate, par exemple, que je mentionnais tantôt, est utilisée parfois sur des tissus pour faire on va dire, des soins rapides ou des choses comme ça. Colle instantané, donc c'est parfait pour ça. Par contre, ne mettez pas ça sur la langue ou sur un doigt, ou collez-vous pas les deux doigts ensemble parce que ça va vous prendre une chirurgie pour les sortir, pour les défaire. Donc, il faut quand même être prudent. Donc, matériaux flexibles, caoutchouc, néoprène, puis même ces adhésifs sont quand même spécialisés, ils s'adressent souvent à plusieurs matériaux potentiels, souvent à métaux, avec polymères, etc. Donc, il y a plusieurs alternatives. Mais comment sont établies les performances des adhésifs? Ben, typiquement, la première chose qu'on vérifie, c'est l'adhésion. Donc, s'il y a une adhésion qui est correcte ou si l'adhésion est comme aléatoire, on a un problème. Donc, généralement, quand on fait ça, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'on vient prendre l'éprouvette, comme là, ici, ce sont des tôles qu'on voit là, mais si je prenais l'éprouvette et que je la tirais comme ça, bien, je veux voir de l'adhésif des deux côtés. Si c'est ça, ça veut dire que c'est par cohésion que ça l'a brisé. Et si, par contre, je vois que ça a décollé d'un côté, on a une perte par adhésion. Et la perte par adhésion, si on veut, est généralement plus difficile à prévoir, donc plus incertaine, plus imprévisible, si on veut, en termes de comportement, alors que par cisaillement à l'intérieur de la couche d'adhésif, donc ça donne quelque chose qui est beaucoup plus facile à prévoir parce que ça dépend principalement du matériau lui-même, l'adhésif comme tel. OK, si je continue, donc vous avez ici quelques exemples d'essais. Ce sont des essais normés, ASTM, comme par exemple, si je vous en montre un petit exemple ici. Donc, ça, c'est une plaque d'essai. C'est 11 essais qui ont été faits en conditions simple couche. Et ici, c'est pour le terroson. Donc, c'est un adhésif que je vous parlais tantôt. Ça, ce sont des tests normés qu'on fait. Donc, c'est deux tôles superposées sur une distance d'un demi-pouce. Et donc, on va faire les essais de traction la semaine prochaine, à la fin de cette semaine, pour, après ça, obtenir les résultats sur les performances d'adhésif. Mais il n'y a pas juste ça. On regarde beaucoup de choses. On regarde l'adhésion, on regarde le fluage, c'est-à-dire comment est-ce que l'adhésif à long terme, si on lui suspend une masse importante, combien de temps ça va prendre avant que ça tombe? Évidemment, on veut éviter cet état-là. Donc, pour éviter cet état-là, c'est qu'on fait des tests à différents niveaux de charge sur une période de temps. Puis quand on voit qu'on peut extrapoler la courbe suffisamment pour prédire de façon sécuritaire la limite de fluage à long terme, donc on se base là-dessus, puis on garde quand même un facteur de sécurité malgré tout pour être sûr qu'il n'arrive pas de problème et qu'il n'arrive pas d'accident. Question de mon chapeau d'ingénieur, si on veut, à ce niveau-là. Qu'est-ce que d'autre comme test? Des tests de fatigue, des tests d'impact, des tests donc de différents types comme tels. Et ça va être important. Le pelage qu'on voit ici, malheureusement, en design, parfois ça arrive qu'on en a, mais on fait notre possible pour éviter qu'il y ait du pelage. Parce qu'un pelage, c'est progressif. Donc, ça attaque finement la limite du matériau et donc, progressivement, ça risque de lâcher. Donc, on ne veut pas avoir de pelage où on va protéger nos joints pour lesquels il risque d'y avoir du pelage. Protéger mécaniquement, j'entends. OK? Puis, comme je disais tantôt, impact, durabilité, par exemple, la présence d'eau salée, la présence d'eau simplement, tout ça, ça peut affecter à long terme l'adhésif. La chaleur, le gel. En réalité, les adhésifs, comme on a testé dans ces conditions-là depuis 1 an, dans froid extrême, excellent. Il est meilleur qu'à température ambiante. Au froid, ça, c'est le H8000 que je vais vous montrer tantôt.
À des températures plus élevées, jusqu'à 80 degrés Celsius, il ne pose pas de problème. Il y a il y a un peu de perte, mais pas de façon dramatique. C'est très, autrement dit, peu important. Autrement dit, c'est une faible perte. Dans l'eau, il y a un petit peu plus de dégradation. Dans l'eau salée, on pourrait penser que ça serait pire. Non, c'est meilleur. Donc, c'est meilleur dans l'eau salée que dans l'eau. Et c'est une des conclusions à laquelle on est arrivé dans des études qu'on a faites, mais c'est une parmi tant d'autres. Donc, c'est un petit peu ça. C'est des tests comme ça qu'on fait pour s'assurer que les adhésifs sont suffisamment prévisibles et utilisables en conception. Les principales caractéristiques qu'on regarde quand on regarde un adhésif, bien évidemment, c'est le type. Par exemple, est-ce que c'est l'époxy, méthacrylate, polyuréthane? On veut savoir c'est quoi qui en ressort. Les matériaux joignables. Est-ce que c'est tel type de métaux, donc les polymères, etc. La résistance, donc tel que je viens de vous le mentionner à la page d'avant, donc c'est aussi ce qu'on va regarder. Le comportement. Est-ce que c'est un comportement qui est flexible, qui est rigide, viscoélastique, etc. Viscoélastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'étire, je relâche, il ne revient pas complètement. Si je tire davantage, je relâche, ainsi de suite comme ça. Ça veut dire que si je le suspends à long terme et qu'il y a une charge suffisamment élevée, bien, il peut étirer pendant même des années, puis après ça, lâcher. Donc, évidemment, il faut éviter ces états-là. Fait qu'on prend des valeurs qui sont plus petites, puis à ce moment-là, ça n'apparaît pas. Donc, c'est un peu le genre de comportement-là. Différence maintenant entre un adhésif qui est rigide et un adhésif qui est flexible, parce que ça fait partie des matériaux des matériaux, c'est-à-dire pas des matériaux, mais des comportements. Donc, l'adhésif, comme l'époxy, c'est rigide. Ce qui veut dire que si on regarde, par exemple, on fait un test de traction, bien, c'est un matériau qui va monter rapidement, qui ne déformera pas beaucoup, va monter rapidement, va avoir un niveau de limite de charge élevé, qu'on appelle un niveau de résistance, et tandis que l'adhésif, le polyuréthane, va s'étirer longuement avant de rupturer. Son niveau de rupture va être plus faible, généralement. Donc, on voit ici, c'est un ratio à peu près de 2:1 dans l'exemple qui est testé ici. Si je continue, la mise en œuvre, c'est aussi quelque chose pour lequel on veut être sûr que l'adhésif va répondre adéquatement. Ça veut dire la préparation des surfaces. Par exemple, si je prends une époxy, on a besoin d'une préparation pas mal plus étoffée que si je prends, par exemple, un acrylique. Donc, ça fait une différence aussi en production. Si on est dans un milieu comme en aéronautique, dans un domaine comme l'aéronautique, bien, ils ont des salles blanches, ils ont tout ce qu'il faut pour traiter des cas où c'est difficile. Par contre, dans d'autres secteurs industriels, ce n'est pas toujours possible. Donc, on va se rabattre sur des adhésifs qui sont facilement manipulables à l'intérieur d'entreprises, pour lesquels aussi la préparation de surface n'est pas très poussée. Il y a des méthodes de déposition et de contrôle d'épaisseur. Donc, si moi, je dépose l'adhésif, je le mets trop épais, bien, ça peut donner un petit peu ce qu'on va voir ici. Donc, ici, vous voyez, ça ici, c'est pour l'adhésif qui est rigide. Ça ici, c'est l'adhésif qui est flexible. Tantôt, on voyait que l'époxy était plus élevé en résistance. Par contre, ici, quand j'augmente l'épaisseur jusqu'à 0,6 mm, c'est pas beaucoup, 0,6 là. Donc, 0,6 mm, j'ai déjà une perte en fait, j'ai perdu plus de 60 de sa résistance. Donc, je suis rendu au même niveau qu'un uréthane. Donc, l'uréthane, lui, en fonction de l'épaisseur, on peut jouer de 1 à aller jusqu'à plusieurs millimètres et son comportement est à peu près le même. Donc, il est similaire. Donc, si moi, j'assemble quelque chose comme qui a des erreurs géométriques dans l'assemblage, l'uréthane pourrait être un choix intéressant. Il y a d'autres aspects aussi, comme la durée maximale de travail. Autrement dit, si moi, je mélange l'adhésif avec on en prend une ici, là. Donc, si j'ai une buse de mélangeur, donc ça veut dire que si moi, mon adhésif est mélangé, bien, j'ai un temps à partir du moment où je le dépose, j'ai un temps. Enfin, à partir du moment où il est mélangé, j'ai un certain temps pour travailler. Si je dépasse ce temps-là, l'adhésif se dégrade. Donc, autrement dit, durcit. Et il devient moins bon comme adhésif. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais m'organiser pour que les panneaux puissent être assemblés ou les pièces puissent être assemblées ensemble dans un délai relativement court qui va correspondre à ce que l'adhésif me propose. Si j'ai besoin de plus de temps, ben là, il y a d'autres alternatives d'adhésifs qui vont permettre aussi d'avoir plus de temps, parfois avec un petit compromis au niveau de la résistance, mais c'est possible aussi. Donc, tout ça, ça fait partie des choix. Puis,
Donc, il y a aussi la viscosité. Viscosité, c'est ici qu'un adhésif est très visqueux. Il va falloir que je l'étende à la truelle ou que je l'étende si j'essaie de l'appliquer puis j'ai une grande surface, il va falloir que je mette une pression énorme. S'il est moins visqueux, s'il est plus liquide, ben, c'est plus facile d'atteindre la surface. Ça dépend toujours de la situation. Le temps de durcissement avant la manipulation, c'est qu'une fois que j'ai assemblé mes pièces, bien, je veux par exemple pouvoir désassembler ça pour mettre le montage suivant. Donc, si je désassemble, le temps de durcissement, le temps de fixation, c'est-à-dire pour la manipulation, pas de fixation, mais de durcissement pour la manipulation, c'est simplement le temps que ça prend pour que l'adhésif soit suffisamment pris pour que je puisse le sortir et le manipuler sans le forcer, évidemment, volontairement. Donc, c'est le temps auquel ça correspond. Par exemple, pour un adhésif qu'on va voir tout à l'heure, le H8000, celui-ci, donc, c'est un temps d'environ 1 heure. Donc, après 1 heure, il n'y a plus de problème, on peut sortir de son montage et on peut le manipuler sans risque. Le temps de durcissement plus complet pour mettre en usage l'assemblage, alors on parle de 1 à 3 jours pour ce qui est du méthacrylate, mais il y a certains adhésifs qui vont prendre juste 1 jour, d'autres adhésifs qui vont prendre 1 semaine et même plus. Donc, ça varie selon les adhésifs. Il faut donc toujours vérifier auprès de la fiche technique du manufacturier. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a comme comportement. Là, ben, il existe des milliers de produits puis de marques. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ces produits-là ne sont pas disponibles pour monsieur tout le monde. Désolé, là, mais il y en a beaucoup qui sont disponibles pour monsieur tout le monde. Et même pour des applications, autrement dit des spécialités automobiles, je vous dirais même dans les spécialités aussi aéronautiques pour certaines compagnies. Donc, ce qui veut dire que si moi je veux commander des adhésifs, ben, il y a toujours des McMaster, des Amazon de ce monde et plein d'autres places comme ça où on peut en commander. Il y a aussi, juste dans la région de Québec, par exemple, il y a aussi plusieurs distributeurs industriels qui vont en garder en stock et dans d'autres cas, ils peuvent les commander selon les marques avec lesquelles qu'ils ont en main. Là. Certains vont garder du Loctite, d'autres vont garder du 3M, d'autres vont garder de l'Orapi, des Thermabond, de Plexus, etc. Il y en a une multitude de marques. En fait, il y en a des milliers de produits puis de marques. Je n'ai même pas réussi à tout comptabiliser. Il y en avait énormément trop. Donc, c'est partout. Et ça, je parle des marques qu'on retrouve fréquemment en Amérique du Nord. Si je regarde, donc ça peut être européen, mais on les retrouve en Amérique du Nord principalement. Si j'ajoute à ça les marques qui sont disponibles en Chine, en Inde et tout ça, on part en peur dans tous les sens. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de produits disponibles. Prenons l'exemple du méthacrylate maintenant. J'en parlais un petit peu tantôt. Comment ça fonctionne? Bien, le méthacrylate comme tel, si je prends la fiche technique, je l'élabore un petit peu, je la décortique un petit peu. Les fiches techniques, en passant, sont facilement disponibles sur le web. Donc, vous allez chercher simplement Technical Specification et vous allez pouvoir les retrouver avec une marque d'adhésif et vous allez pouvoir retrouver à peu près toutes les spécifications que vous voulez. Il y en a là aussi beaucoup de disponibilité. À titre d'exemple, pour l'H8000, si je regarde ça, évidemment, c'est un type d'adhésif à base acrylique, donc méthacrylate plus particulièrement. Les matériaux joignables, je ne l'ai pas indiqué là, mais c'est l'aluminium, l'acier. On a aussi, dans les métaux, on a aussi un bon nombre de polymères qu'on peut assembler de cette façon-là. Donc, plusieurs possibilités de ce côté-là. Évidemment, sa spécialité, c'est l'aluminium, mais d'autres produits peuvent être aussi assemblés. Les résistances sont identifiées ici en MPa. Encore une fois, si je prends par exemple la limite élastique, on est habitué souvent de faire des designs à partir d'une limite élastique. Autrement dit, c'est quoi la limite maximale que le matériau peut prendre? 15,3 MPa. Si je conçois comme ça, ça tombe. Oups, il y a un petit problème. C'est simplement que ces valeurs-là proviennent de normes dans le domaine des polymères, parce qu'un adhésif, à la base, c'est un polymère. Et ce qui fait en sorte que ces valeurs-là ne tiennent pas compte de plusieurs facteurs. Donc, on doit tenir compte de ces facteurs-là si on veut que ça fonctionne correctement. Comportement. Module élastique, donc, autrement dit, module d'élasticité qui est à 1080 MPa. Ça veut dire quoi? C'est une certaine souplesse, autrement dit. Donc, plus la valeur est élevée, plus ça va être rigide. Plus la valeur est faible, plus ça va être mou et flexible. La mise en œuvre, typiquement, des épaisseurs jusqu'à 0,5 mm. On dégraisse les faces simplement.
l'acétone, méthyléthylkétone, etc. Donc, des dégraisseurs qui laisseront peu de déposition, sinon pas de déposition. Donc, c'est simple à faire. Il n'y a pas de produits chimiques complexes ou des choses comme ça. Le temps de travail, le manufacturier nous dit 30 minutes, mais je vous suggère 8 minutes au moins. Donc, si vous ne voulez pas avoir de problème, à moins de conserver ça dans des conditions très, très particulières. Le temps de durcissement avant la manipulation, c'est 1 heure, et le temps de durcissement avant la mise en application dans l'usage courant, c'est de 1 à 3 jours. Maintenant, deuxième partie, l'assemblage industriel de véhicules au moyen d'adhésifs. Vous avez différents véhicules qui sont montrés dans l'image ici. En réalité, je vais même en ajouter un de plus, ça va être l'avion, parce que je ne l'ai pas mis dans l'image, donc je vais l'ajouter en supplément. Mais grosso modo, première question qu'on se pose, l'adhésif comme moyen d'assemblage, c'est pourquoi on utiliserait ça? Pourquoi on n'utilise pas nos bons vieux rivets, nos bons vieux boulons, ou notre soudure, ou des choses comme ça pour faire l'assemblage? C'est quoi les obstacles aussi? Donc, c'est quoi les motivations et les obstacles? Commençons donc. Si je prends ici, pourquoi assembler par adhésif? Donc, première question, des réponses. Ça peut être des raisons esthétiques. Ça peut être parce que quand des pièces sont collées, il n'y a pas de trace de trou, pas de trace de rien. Donc, c'est très lisse, donc c'est facile à peindre aussi. On peut même peindre par-dessus l'adhésif quand il y a des petits joints. Donc, tout ça, ça fonctionne. Mieux répartir les contraintes, et particulièrement dans les pièces à parois minces. L'aviation, les carlingues d'avion, c'est un bon exemple. Les carrosseries d'automobile, puis entre autres, la partie structurale en dessous de la carrosserie, c'est ce qu'on appelle le body in white, c'est aussi un autre bon exemple d'application. Oups. Ici, j'ai un petit problème, on dirait. Voilà, OK. Donc, ça permet aussi de réduire le poids et de maximiser l'efficacité des joints. Vous allez comprendre tout de suite après dans la prochaine image. Donc, joindre des matériaux dissimilaires. Parce qu'un adhésif, s'il est capable de prendre, par exemple, des métaux ou des polymères ou encore de l'aluminium et de l'acier, on peut les mettre ensemble. Puis en même temps, si c'est de l'aluminium et de l'acier, si je les mets ensemble et il y a de l'humidité qui s'infiltre, j'ai de la corrosion galvanique qui risque de se produire. Donc, pour éviter ça, en mettant un adhésif, je règle tous mes problèmes. Je fais un lien qui est très fort entre les deux pièces, entre les deux matériaux, et en même temps, je n'ai pas d'infiltration, donc ça sert aussi d'un peu comme un scellant, en plus de servir comme un adhésif. Et en même temps, ça protège galvaniquement les deux pièces, en particulier l'aluminium dans ce cas-ci. Ça permet aussi d'augmenter la rigidité, la résistance de tout type. Donc, résistance de tout type, la résistance en fatigue, résistance en déformation, résistance à limite élastique, limite ultime, etc. Donc, plusieurs possibilités. Ça permet de réduire aussi la vibration et les bruits de tôle. Donc, par exemple, dans l'automobile, avant, quand on avait des automobiles, ça craquait des fois après un certain temps. C'est simplement parce que des soudures à point, il n'y a rien à coller ailleurs, donc ça fait en sorte que ça peut craquer avec le temps, avec la déformation des pièces. Même chose pour les rivets. Ça réduit aussi les vibrations, les tôles, comme je vous disais. Ça permet de mieux absorber l'énergie en cas d'impact ou d'explosion. Ça permet aussi, avec des techniques, d'avoir des techniques d'assemblage qui sont mieux adaptées et flexibles, dépendamment du produit, puis avec moins d'équipement. Donc, ça permet aussi de faire ça. Donc, en bout de ligne, aussi lorsque le soudage n'est pas possible. Pourquoi le soudage ne serait pas possible, mettons, sur des métaux? C'est que certains métaux, comme par exemple l'aluminium, bien, si je le soude, je viens affecter thermiquement une zone. En l'affectant thermiquement, ça fait en sorte que mon joint perd beaucoup de l'aluminium perd beaucoup de sa résistance. Donc, par un facteur de 2 à peu près. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est moins intéressant. Puis, autrement dit, c'est là que l'adhésif peut jouer un rôle aussi. Et pour des raisons de coût aussi. Ça peut être une autre raison. Finalement, quelles sont les principales craintes que les gens ont? Ils ne connaissent pas les adhésifs. Ils ont des craintes sur la résistance à long terme. Donc, c'est le genre de choses qu'on étudie, donc sur lesquelles on peut rassurer les gens. Puis, de plus en plus de personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là. Donc, ça permet de pouvoir faire des produits qui sont vraiment bien assemblés et bien reliés par des adhésifs. Comparons différents modes d'assemblage juste par curiosité.
résistance, donc soudage par résistance, donc c'est un petit point entre deux tôles. On vient mettre une pression et on vient faire passer un courant. La chaleur créée par la résistance entre les deux tôles vient mettre en fusion donc le métal des deux tôles et ça crée un point de suture. C'est ce qu'on appelle le soudage par résistance. Si je regarde maintenant une autre façon d'assembler, les rivets. Comme ceci. Ici, c'est un exemple de rivet d'un quart de pouce de diamètre à centre tiré. Donc, on utilise parfois pour différents types de produits. Les boulons, et ainsi de suite comme ça. Là, si je fais la comparaison, par exemple, l'adhésif versus ça, qu'est-ce qui est le mieux? Prenons l'exemple qui est ici. Un rivet d'un quart de pouce, selon les spécifications du manufacturier du rivet, il va casser en cisaillement, donc en déplacement latéral, si mon rivet est vertical, il va casser en cisaillement à 1500 PSI, à 1500 livres, c'est-à-dire. Si je le tire, c'est 600 livres. Donc, moi, si je regarde ça, ça veut dire qu'un rivet, je peux le remplacer par un simple petit pouce carré de surface collé. Donc, ça veut dire que pour équivaloir un assemblage riveté, avec, mettons, un pouce carré, une longueur d'un pouce carré, une largeur d'un pouce carré sur une longueur donnée, j'aurais besoin de mettre mes rivets à tous les pouces. C'est un petit peu ce qui est dans l'image ici. Si vous voulez voir ça parce que c'est vieillot, tant mieux, mettez des rivets. Mais si vous voulez avoir quelque chose qui est performant, utilisez de l'adhésif. Mieux que ça encore, si j'arrive et je compare les deux, ben, dans les trous où se trouvent les rivets ou encore les boulons ou encore enfin, ce genre de choses-là, vous allez avoir autour du trou des concentrations de contraintes, ce que vous n'avez pas avec des adhésifs. Là, bien oui, mais si j'arrive, par exemple, puis moi, j'aime mieux utiliser quand même des rivets pour les mettre plus gros, à un moment donné, il y a une limite. Si les parois sont minces, par exemple des parois d'aluminium, si c'est mince, bien, la paroi va déchirer avant que l'adhésif lâche. Ce qui fait en sorte que je vais obtenir ce genre de comportement-là qu'on voit en bas. Donc, ça veut dire que de toute façon, plus on amincit, plus on rend léger, plus on utilise l'adhésif, on n'a comme pas vraiment le choix. Quoi considérer maintenant lors de la mise en œuvre? Trois principales choses, le design du produit, des joints, la mise en production. On va commencer avec la sélection d'adhésifs. Quel adhésif est-ce qu'on peut utiliser? Comment choisir l'adhésif, en fait? Donc, on choisit en fonction de sa fiabilité et de sa répétitivité. Je ne cherche pas à avoir l'adhésif le plus performant, je cherche à avoir l'adhésif qui va être le plus fiable. Donc, en côté design, c'est important pour la conception de produits. Les modes de préparation de surface requis. Si ça me prend de la préparation que je ne suis pas capable de mettre en application dans une usine, ce n'est pas utile. Ou ça serait dangereux pour les gens. Il faudrait mettre des systèmes de ventilation extrêmement poussés. On doit tenir compte de ça. La façon et le temps qu'on a pour faire le travail, donc, même chose. Et finalement, son temps de fixation, temps de durcissement, etc., comme j'expliquais tantôt. Les règles de base au niveau de la conception joint, premièrement, éviter le pelage. Donc, comme j'expliquais tantôt, il faut éviter qu'il y ait du pelage, sinon ça va lâcher avant le temps. La deuxième chose, les extrémités, on les ouvre. Particulièrement si ce sont des adhésifs rigides comme des époxys, on va rendre les bords avec des petites ouvertures, des arrondis, des petits angles, des choses comme ça pour mettre l'extrémité plus grande. Pourquoi? Ben, c'est que quand on vient charger un joint qui contient, donc une pièce qui contient un joint avec adhésif, bien, il y a des concentrations de contraintes qui vont apparaître, notamment aux deux extrémités. Si on fait, mettons, on applique une charge, posons, mon joint tantôt, si on applique une charge comme ceci, donc, ça veut dire que je vais avoir des concentrations de contraintes aux deux limites à droite et à gauche de ma zone collée. Et ces concentrations de contraintes-là peuvent effectivement entraîner aussi certains problèmes. Fait que pour éviter ça, on met des arrondis. Donc, pour des tôles, on peut arrondir les coins un peu comme ceci. On ne fait pas l'inverse, c'est le contraire qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment comme c'est indiqué en haut. Et il faut être capable d'appliquer l'adhésif. Il faut que la conception nous permette d'appliquer l'adhésif facilement. Et puis, je vais vous donner un exemple de ça tout à l'heure. Et puis, faciliter aussi le placement de la pièce. Donc, je vais prendre l'exemple tout de suite.
Je vais retrouver mon petit exemple qui est ici. Donc, par exemple, dans un joint de plancher, un plaquelage. Donc, moi, ici, c'est un exemple de deux extrusions qui servent à, je vais le prendre du bon côté, voilà. Donc, deux extrusions qui servent de plancher sur l'autobus qu'on va voir tantôt. Donc, dans un joint comme celui-là, je viens déposer mon adhésif dans la rainure de, comme un genre de joint pivotant. Là, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ça va vous permettre de comprendre. Je le rentre comme ça, puis je viens le placer comme ceci. Donc, j'ai un petit peu de jeu entre les deux. C'est mon épaisseur d'adhésif qui va être là. Donc, j'étends mon adhésif au fond, et je viens rentrer ça tout simplement. Je viens de tourner. C'est le tour est joué. Donc, je viens de définir comment j'ai appliqué mon adhésif, comment j'ai m'assure qu'il s'étende comme il faut. Et il me reste juste à définir la quantité d'adhésif que j'ai besoin de mettre pour que ça fonctionne. Puis là, on peut faire un petit calcul ou y aller par un essai ou deux et on le trouve rapidement. Une fois ça fait, après ça, bien évidemment, on le positionne à plat comme ça. Et le joint est non seulement sécurisé mécaniquement à un certain point, mais en même temps, en faisant ça, donc on est dans des modes où l'adhésif agit de façon très forte, c'est-à-dire en cisaillement principalement. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. Puis, il faut prévoir comment fixer les pièces. Donc, la fixation que je vous disais tantôt par rotation, c'en est une des façons possibles. Puis, dans des designs comme ça ici, bien évidemment, on essaie d'améliorer les designs. Comme par exemple, ça ici, c'est pour une boîte de camion. Donc, c'est un assemblage Delta qu'on appelle. Et c'est un camion, une boîte de camion là, pour un cube, autrement dit. Et ça ici, il y a un assemblage par adhésif ici. Ça, c'est pour faire des tests. Pour vous donner une indication de la résistance qu'on peut avoir, ici, je me trouve à avoir les surfaces collées qui sont ici et là. Donc, si je regarde ce que ça me donne, si je tiens mon panneau du bas comme ceci, et je mets ici une rondelle en dessous, puis je tire ça, bien, ça a cassé à hauteur de 4500, 4600 livres de tirée, de traction. Quand je le maintiens ici, l'adhésif, aucun dommage. Il n'y a rien d'apparent. Tout est parfaitement correct. Ça vous donne un peu une idée du genre d'application qu'on peut faire à ce niveau-là. Pour la mise en production, l'autre volet, c'est les aspects importants qu'on doit considérer, c'est la préparation des surfaces, fixation des pièces. Donc, par exemple, si je regarde ici le robot que j'ai là, ici, j'ai mis des figures devant moi, désolé. Donc ici, j'ai un exemple. Et ce qu'on va avoir à ce moment-là, c'est que, comme il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais juste m'accélérer un petit peu. Donc, ici, pour la mise en production, c'est qu'on doit faire attention à comment on assemble les pièces. J'avais une petite vidéo que j'aurais voulu vous présenter, mais on va sauter ça. Je vais aller tout de suite. De toute façon, je ne suis pas sûr que, avec les problèmes techniques qu'on a eu tantôt, je ne suis pas sûr que ça va passer. Donc, juste rapidement, l'aéronautique, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on fait dans l'aéronautique? Application exigeante au niveau des adhésifs, charge élevée, écart de température important. Donc, les écarts importants, donc au sol, ça peut être à 40 degrés, 50 degrés Celsius. En altitude, moins 30, moins 35. Donc, beaucoup de variations. Durabilité pour au moins une quarantaine d'années. Réduction de poids, exigences normées, etc. Là, je fais grâce de ça. L'automobile, le classique, c'est ça ici. Donc, ici, vous avez différents adhésifs qui sont utilisés. Celui qui est le plus structural, c'est celui qui est en rouge ici, où on vient combiner un adhésif structural avec des points d'assemblage par soudage par point, par résistance. Donc, ça fait en sorte que l'assemblage est bon et c'est un adhésif qui va être durci en chambre chaude, c'est-à-dire pendant le traitement de la couche électrostatique, pas électrostatique, c'est pas électrostatique, c'est la e-cold qu'on appelle, donc dans des traitements dans des bains. Donc, suite à ça, il y a un chauffage de l'adhésif et ça permet aussi de faire adhérer la couche de peinture protectrice, donc en même temps. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit typiquement. En automobile, il y a beaucoup d'évolutions depuis 10 ans. Si on me permet encore 2 autres petites minutes. Correct, merci. Donc, c'est qu'au niveau des structures, on a des structures multimatériaux de plus en plus. Depuis une dizaine d'années, c'est très fréquemment utilisé. Donc, si je regarde, par exemple, l'Audi TT qui est ici, j'aurais pu prendre des modèles de Honda Odyssey, j'aurais pu prendre des modèles, de JMC Terrain, etc., peu importe, il y en a un paquet.
Et les matériaux utilisés sont très variables. Comme par exemple, on peut retrouver en bleu ici, ça va être de l'aluminium, des profilés d'aluminium hydroformé qu'on appelle. Ça peut être des tôles d'aluminium, ça peut être de l'acier conventionnel comme en gris, ça peut être de l'acier à haute résistance comme en mauve, ça peut être aussi des pièces moulées en aluminium comme en rouge ici. Donc, quand je regarde ça, c'est beaucoup de matériaux différents qu'on assemble. Pas évident, là. Donc, les adhésifs, à ce moment-là, c'est le meilleur moyen. Et les compagnies GM, Ford, Jaguar et j'en passe, il y en a beaucoup de compagnies qui sont maintenant rendues orientées vers ça. Ça fait comme boule de neige et depuis 10 ans, de plus en plus de véhicules sont renforcés et assemblés en multimatériaux. Et donc, le marché de ce côté-là pour les adhésifs est en train de croître de façon très rapide. On voit ici un petit peu les prévisions qu'on avait en 2010, vers où on s'en va en 2030. Donc, c'est très important. Puis en passant, les adhésifs sur les véhicules, ça permet de sauver jusqu'à 300 kg de masse du véhicule. Vous allez me dire, comment ça? L'adhésif n'est pas léger. Donc, c'est simplement qu'on peut utiliser des matériaux multiples qui ne pourraient pas être, ou qui pourraient difficilement être assemblés autrement. Donc, ça fait en sorte que l'allègement des matériaux est permis à cause des adhésifs. Et sur certains véhicules plus haut de gamme, plus de performance, ça va jusqu'à 300 kg. En moyenne, on parle plus autour de une centaine de kilos. Et on met typiquement 100, 110, 120 mètres de longueur d'adhésif structural sur ces véhicules-là. J'aurais présent une autre raison pour laquelle on utilise ça, c'est la déformation. Puis celle-là, je vais quand même vous le présenter. Il faut juste sortir de mon mode de pointage, là. On va faire un escape. Voilà. Donc, je vais juste présenter ce petit bout de vidéo-là pour vous montrer un peu ce que ça donne. On fait un test. Donc, quand ça, c'est un assemblage, c'est comme deux U qui sont assemblés. Donc, comme ceci, deux pièces en tôle en U, et il y a un adhésif sur à peu près 1,5 pouce de large. C'est de l'époxy qui est utilisé ici. Mais quand ça déforme au niveau de la structure d'un automobile, il ne faut pas que les liens lâchent. Les rivets auraient lâché probablement avant. Là, dans ce cas-ci, je pourrais l'écraser jusqu'à une galette et j'obtiendrais un résultat tout aussi performant. Donc, autrement dit, l'adhésif tiendra encore. Ça, c'est des exemples un petit peu de ce qu'on cherche. Continue. Donc, dans l'automobile, réduire le poids des véhicules, diminuer l'épaisseur des tôles, éliminer les renforts, plein d'effets positifs. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est utilisé. Puis, les adhésifs structuraux, c'est des époxys, des acryliques, des uréthanes, souvent avec durcissement à chaud. Par exemple, des époxys avec durcissement à chaud, ainsi de suite comme ça. Ou des acryliques ou des uréthanes font la même chose. Les voitures électriques, gros potentiel au niveau du collage et de l'assemblage avec adhésif, notamment pour l'assemblage des batteries. L'assemblage des batteries, évidemment, les cellules ne doivent pas promener, ils doivent être fixés. Donc, tout ça, c'est une question de sécurité. Question aussi de s'assurer que c'est bien tenu. Donc, c'est où on utilise le plus aussi. Puis, juste pour les voitures électriques, en 2023, c'est un marché d'environ, pour les adhésifs seulement, c'est un marché d'environ 1,72 milliard. En 2030, c'est estimé à 7,5 milliards la valeur d'adhésifs sur les voitures électriques. Donc, ça vous donne une idée aussi de l'augmentation. C'est assez particulier ce côté-là. Véhicules récréatifs, c'est le dernier que je vous présente, puis je vous présente en même temps le cas sur lequel on a travaillé. J'y vais tout de suite. Véhicules commerciaux, c'est typiquement des camions, des autobus, etc. Un projet sur lequel on a travaillé avec la compagnie Salintech, donc l'Université Laval, mon équipe de recherche avec la compagnie Salintech. Donc, c'est un autobus, potentiellement 3 modèles possibles, donc 40, 30 et 20 pieds de long. Structure tout aluminium, ou principalement, alors, la structure est en aluminium seulement. Par contre, il peut y avoir, par exemple, la direction ou la suspension qui va être faite dans d'autres matériaux, mais la structure est entièrement en aluminium. L'assemblage est principalement par adhésif. Donc, des boulonnages un peu partout, des rivetages et soudures par résistance. On n'en trouve pas beaucoup là-dedans, sauf où il y a des pièces mécaniques qui viennent s'assembler. On n'a pas le choix, là. Mais sinon, comme par exemple les essieux ou encore les suspensions, ça, on n'a pas le choix. Mais sinon, le reste, c'est principalement par adhésif. Cet autobus-là, en fait, le modèle 30 pieds, c'est celui qui a été mis en prototype, qui a été développé en premier. Donc, celui-là, c'est environ 30 plus
plus léger que la compétition. Quand je parle de compétition, ce n'est pas des autobus en acier, là. Des autobus en aluminium aussi, mais donc, ils sont moins performants, ils sont moins optimisés, pour lesquels on n'utilise pas du collage. Donc, la structure en aluminium, ça ressemble à ceci. Donc, structure en aluminium faite et de feuilles d'extrusion d'aluminium, comme par exemple les montants qu'on voit ici. À titre d'exemple, si je vous présente, on va voir les exemples tantôt, là. Donc, puis, c'est entièrement assemblé par adhésif et le design est aussi breveté maintenant. Donc, conception légère. La masse a été conçue, simulée par élément fini pour obtenir les résultats qu'on souhaite. Les adhésifs sont partie prenante dans les simulations pour établir si même ou pas. Et de façon surprenante, à chaque fois qu'on fait des simulations avec des adhésifs, les contraintes, on fait les niveaux d'effort dans les adhésifs sont toujours plus faibles que les niveaux d'effort dans les pièces, donc comme l'aluminium ou autres matériaux métalliques, par exemple. Conception, c'est adapté pour les assemblages. Fait que vous envoyez ici un petit exemple. Fait que ça ici, c'est l'autobus, la structure. Dans le coin supérieur, donc on pourrait dire c'est la tête à droite, la tête à gauche est symétrique, donc c'est deux pareils. Fait que vous voyez un peu comment l'extrusion est faite. Donc, ce qu'on voit avec le treillis, c'est une extrusion. Donc, ça a la pleine longueur de l'autobus. Et comme vous pouvez voir ici, il y a un assemblage collé. C'est que cette pièce-là sert au montage du mur. Donc, à la fin, donc on monte le panneau de mur, on monte l'autre panneau de mur, on monte le panneau de plancher, on assemble les murs dans le plancher et on assemble séparément le toit et on monte le toit sur les panneaux de mur. Donc, c'est typiquement la solution. Fait que vous avez ici différentes extrusions. Ces extrusions-là sont conçues de manière à être non seulement performantes en termes de résistance, mais en même temps d'être relativement faciles à assembler, donc dans toutes les circonstances. C'est ça qu'on vise principalement. Et on a fait évidemment aussi à l'Université des essais mécaniques. À part de ces designs-là, on a fait aussi des essais mécaniques, des essais en fatigue sur certains sous-assemblages. Puis, ça montre un petit peu comment l'autobus a été assemblé. Premièrement, à gauche, vous avez les panneaux de mur. Ce que vous voyez en beige, c'est de la mousse de polyuréthane à une certaine densité. Et vous avez les extrusions qui sont ici. Puis les panneaux de tôle il y en avait en arrière, puis on vient d'ajouter sur le dessus. Donc, ça fait une tôle mince, un panneau de polyuréthane. Ça devient donc extrêmement performant au niveau, ça fait comme un genre de composite. Ça devient donc très performant au niveau structural. Et en même temps, extrêmement léger. À droite, ici en haut, c'est l'assemblage du plancher. En bas, à gauche, ici, c'est le panneau de mur qui a été assemblé, qu'on vient de mettre en place. Et à droite, en bas, c'est la finalisation de l'assemblage, la structure. Puis évidemment, dans ce cas-ci, il y avait déjà les essieux en dessous, donc c'est un petit peu plus que la structure dans ce cas-ci. Ça, c'est pour l'autobus de 30 pieds. Le prototype en bout de ligne nous donne ceci. Donc, il y a des tests sur route aussi, il y a toutes sortes de choses qui sont prévues. Juste pour terminer, avant de passer aux quelques questions, l'équipe qui a travaillé là-dessus, c'est l'équipe que je chapeaute. Donc, on fait de la recherche sur les adhésifs depuis 2006. On fait des essais normés. Donc, un peu comme les plaques que je vous ai montrées tantôt, comme ceci. Donc, pour évaluer les adhésifs. Donc, ça nous permet de pouvoir quantifier les performances des adhésifs de façon plus sûre. Et autant avec des variations, comme par exemple, l'adhésif est passé date, ce qui est encore utilisable. Si l'adhésif est traité dans des conditions thermiques différentes, qu'est-ce que ça donne? En fatigue, qu'est-ce que ça donne? Comportement même de l'adhésif. Donc, quand on veut le simuler par élément fini, par exemple. Donc, ça fait partie des choses qu'on fait. Le développement aussi de joints très performants. Un peu comme le joint arrondi que je vous montrais tantôt, en rotation, en rotule. Là. Donc, c'est un exemple, mais il y en a plusieurs autres. Il y a aussi la conception, des projets de conception avec des adhésifs, comme par exemple des véhicules, des produits, l'autobus de Stanley que je vous montrais tantôt, la boîte de camion, le vélo de montagne, donc ça fait partie de tout ça. Et aussi, on travaille également sur des structures. Donc, par exemple, des poutres en treillis, des pompes piétonniers, et puis aussi des structures de machines. Donc, ça vous donne une indication. L'usage est très, très varié comme ça. Pour me joindre, pour joindre l'équipe, si on veut, là, vous pouvez me contacter directement. J'ai mis mon numéro de cellulaire ici. C'est la façon la plus facile de me rejoindre, ou par courriel
aussi. Donc, les deux façons les plus faciles. Fait que, bon, merci beaucoup de votre attention. Je sais que vous n'avez pas parlé beaucoup durant la présentation. Normal, là. Donc, je suis disponible pour des questions. On a deux questions en ligne. La première de Alex. Pour la pose de couronne dentaire, le dentiste durcit l'adhésif avec une lumière bleue. Est-ce que poser l'adhésif trop longtemps à la lumière, qui est durcisseur, ça a un effet néfaste? Donc, caractéristique de l'adhésif altéré, sachant aussi que la lumière bleue n'est pas diffusée uniformément sur la dent, le durcisseur n'est pas uniforme, non. OK. Je vous avoue que les prothèses dentaires, ce n'est pas ma spécialité. Donc, fait que je ne pourrais même pas vous dire exactement. Bon, je pourrais vous dire peut-être d'adhésif qui pourrait être utilisé, mais je ne pourrais pas vous dire exactement le produit qui est utilisé ou les quelques produits qui sont utilisés. Est-ce que maintenant, la lumière peut affecter? À moins de garder la bouche ouverte pendant des mois, je ne suis pas convaincu du tout. Donc, fait que pour moi, ça ne devrait pas affecter le résultat. Par contre, dans les adhésifs, ben, il y en a évidemment avec protection UV, mais ça dépend. Si c'est un adhésif qui va être durci avec des rayonnements UV, en fait, je vois mal comment est-ce que je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans parce que ce n'est pas mon domaine, mais il y a certainement des produits qui sont très spécialisés, qui s'appliquent très bien aux prothèses dentaires. Puis ça, j'en suis convaincu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines de spécialité. Je disais tantôt qu'il y avait des milliers d'adhésifs sur le marché. Si on regarde partout dans le monde avec tous les domaines, probablement qu'on irait plus dans les dizaines de milliers, pour ne pas dire plus encore. Donc, on a une autre question de William. Quel facteur rend un ruban adhésif sensible à la pression? En parenthèse, blessure, sensitive, adhésif, tape. Il me semble que tous les rubans adhésifs sont sensibles à la pression puisqu'ils en ont besoin pour une bonne fixation. Dans le cas d'un fluoropolymère comme substrat, quel type d'adhésif serait recommandé et pourquoi? Dans le cas échéant, dans le cas d'une surface modifiée pour obtenir une meilleure adhésion, quel type d'adhésif et de test serait recommandé pour évaluer la performance de la modification? Est-ce qu'il dit sur quel matériau il fait l'adhésion? Il ne dit pas non. OK, ça aurait été un bon point pour s'aider. Bon, premièrement, les rubans. Les rubans, il y en a énormément de variétés. Il y a des rubans qui vont tenir très peu. Il y a des rubans qui sont extrêmement performants. Je pense entre autres à certains rubans de la compagnie 3M où c'est tellement tenace qu'ils se servent de ça pour, par exemple, pour poser sur des gratte-ciels des panneaux de verre, donc, puis même avec des vents, tout ça qui pourrait entraîner le décollage. C'est vraiment très, très fort. C'est très tenace. Par contre, la résistance par pouce carré, elle est moindre. Elle est probablement autour de 1000 PSI ou dans l'ordre de ça. Et ce qui fait en sorte que l'adhésion sur des surfaces lisses, ça fait extrêmement bien. Sur des surfaces, par contre, pour des rubans, les surfaces sont comme un peu comme de la brique ou du ciment. Il faut que ça soit super bien nettoyé. Sinon, ça risque de ne pas adhérer. Qui joue le plus là-dedans, c'est la surface de contact. Donc, si le ruban, par exemple, une mousse d'acrylique, ben, si vous appliquez un ruban sur une surface qui est rugueuse, ben, il faut s'assurer de mettre suffisamment de pression pour que les ondes soient atteintes un peu partout. Et si c'est lisse, c'est encore plus facile. Donc, je vous dirais que de ce côté-là, le ruban peut-être a un avantage parce qu'il est facile et rapide d'application. Par contre, il y a des adhésifs, dépendamment des matériaux que vous voulez assembler, il y a des adhésifs qui peuvent être effectivement plus performants, puis ce n'est pas très difficile. Donc, regardez en particulier les adhésifs structuraux. Je ne sais pas si c'est quoi votre application, c'est difficile à dire, mais regardez un peu dans les adhésifs structuraux. Regardez les performances que vous recherchez. Quelles sont les épaisseurs de joints que vous avez typiquement entre les pièces quand vous les reliez ensemble. Regardez donc, évidemment, le temps que vous avez, la façon de déposer. Ce que j'ai mentionné depuis tantôt, regardez ça. Ça devrait vous permettre de trouver peut-être une solution. Si vous n'êtes pas sûr, au pire, appelez-moi, puis on en discutera, puis je vous donnerai plus d'indications. Il faut que je connaisse un peu plus l'application sur lequel ça serait, assemblé, parce que sinon, ça va dans toutes les directions. J'ai trois autres questions.
Dans le cas de figure, dans quel cas de figure un adhésif est-il préférable à une soudure, outre le cas de l'aluminium présenté? Vas-tu me répéter ça? Dans quel cas Dans quel cas de figure un adhésif est-il préférable à une soudure, outre que le cas de l'aluminium présenté? Bon, premièrement, si ça ne vous pose pas de problème de souder, vous n'avez pas de distorsion thermique, vous n'avez pas de problème d'affaiblissement du matériau, vous pouvez souder, il n'y a pas de problème. Si vous êtes obligé de souder par segment, donc ça permet des infiltrations d'humidité entre les pièces, c'est déjà un désavantage. Et donc, où l'adhésif peut jouer un rôle. Je dirais surtout si les matériaux sont dissimilaires en plus, éviter les effets galvaniques, des choses comme ça, c'est un autre avantage. Donc, la soudure, en fait, dans les applications que j'ai traitées, parce que je travaille aussi sur le soudage. Donc, dans les applications que j'ai traitées par le passé, puis ça va dans des plattelages de pont pour les MTQ, en termes d'essais de production, du procédé, aller à à tout azimut. Là. Il y en a du mince, il y en a de l'épais, il y en a toutes les sortes. Ça va jusqu'à 1 pouce d'épaisseur dans les ponts, ou un petit peu plus qu'1 pouce. Donc, à chaque fois que j'ai travaillé là-dessus, dans le cas de l'aluminium, parce qu'on parlait de l'aluminium, dans le cas de l'aluminium, c'est que quand je soude, je crée de la distorsion, mais aussi plus c'est épais, plus je crée de la distorsion, plus je suis obligé d'y aller en passe multiple. Donc, ça demande du temps. Il y a des coûts à ça. Il y a des pertes au niveau des pièces quand on rate notre coût. Il y a des réparations à faire quand les soudures ne passent pas les tests d'ultrasons, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de problèmes potentiels. Dans les exemples que j'ai eus, il y avait aussi beaucoup de distorsions, comme je disais tantôt, mais en même temps, la résistance autour de la soudure, donc il y a une zone affectée thermiquement, qui va jouer un rôle important dans la conception. Donc, on est obligé de limiter, d'abaisser nos limites de conception énormément, donc élargir, épaissir davantage les éléments structuraux pour pouvoir faire le travail. Donc, dépendamment de l'application. Si c'est une application qui est facile à souder, qui est rapide à souder, pas convaincu que ça va être vraiment important de remplacer par de l'adhésif. Par contre, si vous travaillez dans du mince, vous avez le choix, par exemple, entre du tigre puis mettons, un tigre qui peut faire quand même du mince, là, ou du MIG maintenant, mais plus moderne, qui peut faire aussi du mince, ou encore de travailler par adhésion. Vous direz que ça dépend des charges, ça dépend de plusieurs facteurs. Fait que, par exemple, on a des applications actuellement qu'on regarde. On n'a pas encore travaillé dessus physiquement, là, mais on regarde pour coller des plattelages de pont. Des plattelages de pont, mais pas nécessairement des ponts autoroutiers dans ce cas-ci, plattelages de pont plus légers, donc pont piétonnier, pont à faible circulation, des choses comme ça. Et les joints, c'est collé. Donc, c'est une des facettes qui nous intéresse en recherche et pour pouvoir éviter les distorsions. Imaginez-vous, par exemple, vous avez un platelage de pont, 15 mètres de long, 20 mètres de long, puis vous commencez à souder ça, multipasse, 9, 10 passes de soudage à faire, il y a des distorsions, c'est épouvantable, ça tord dans tous les sens. Donc, ça fait en sorte que c'est difficile à réaliser en pratique. À moins de souder les deux côtés, il y a juste une paroi. Mais quand c'est une extrusion qui est fermée, donc vous n'avez pas accès en dessous, vous avez accès juste aux extérieurs. Donc, ça fait en sorte que c'est difficile. Fait que je vous dirais que dans la plupart des cas, à moins que ce soit une application extrêmement exigeante, c'est facile de remplacer par du collage. Est-ce que c'est moins coûteux? Une question de temps. Donc, je vous dirais une question d'équipement, une question de temps, une question de difficulté de soudage, une question de perte au niveau de la conception. Si vous voulez alléger, vous êtes obligé de mettre plus épais parce que c'est soudé, ben, peut-être plus préférable de regarder une solution collée. Mais c'est tout ça. Donc, ce n'est pas juste une réponse, mais il y en a quelques-unes. Puis encore une fois, ça dépend strictement de l'application sur laquelle vous voulez travailler. C'est du cas par cas. Fait que moi, je travaille sur différentes techniques, soudage, pression, malaxage, soudage MIG, aussi du collage, évidemment, comme vous avez vu. Et je suis spécialisé dans les assemblages, notamment, là, dans les méthodes d'assemblage, ce qui fait en sorte que quand je compare, quand j'identifie un produit, je regarde le joint, je vais dire, ça pourrait être du soudage, pression, malaxage. Ça pourrait être aussi du collage. Puis là, ben, je regarde d'autres choses, ça serait une autre technique. Donc, ça dépend beaucoup de ce qu'on a comme situation, comme produit assemblé. Mais oui, dans beaucoup de cas, ça pourrait effectivement être remplacé par du collage. Guy Lajoie qui dit: Vous m'avez inquiété, quel adhésif se trouve dans notre alimentation? Pardon? Il dit: Quel adhésif se retrouve dans notre alimentation?
Oh, c'est pas des adhésifs c'est des adhésifs pour l'alimentaire, on pourrait dire. Autrement dit, quand vous prenez, par exemple, un cornet au McDonald's, un cornet de crème glacée, vous enlevez la petite pièce, il y a un adhésif dessus. Si vous avez des prothèses dentaires, comme on parlait tantôt, vous avez des adhésifs. Donc, est-ce que ça va vous tuer demain matin? Non, je ne pense pas. Et je pense que si c'était pour arriver, ça serait arrivé depuis très longtemps. Donc, c'est des adhésifs simplement qui sont sécuritaires, qui sont compatibles au niveau humain. Là. Donc, il n'y a pas à s'en faire pour ça. On ne mettra pas, par exemple, du métacrylate ou des époxys là, pour des choses qu'on mange, ça c'est sûr et certain. Existe-t-il des adhésifs qui peuvent être utilisés pour assembler des pièces en acier tout en restant amovibles si nécessaire? OK. Les adhésifs, dépendamment desquels vous choisissez. Évidemment, les pièces en acier, pour l'assembler, aucun problème. Ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de travailler par sous-assemblage. Donc, c'est-à-dire que si vous avez, je vais vous donner deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est que si vous avez des assemblages, par exemple, en acier, vous pouvez souvent subdiviser vos assemblages de façon à faire une grande pièce collée. Vous pouvez même usiner votre pièce si vous voulez, après collage. Et une fois que, si, mettons, vous avez des jointements à faire. Et les sous-assemblages entre eux, on va souvent y aller par boulonnage ou par des méthodes mécaniques amovibles. Donc, ça fait en sorte que si vous avez un produit, que vous voulez quand même ne pas être capable de le démonter au moins en gros morceaux, ben c'est possible de faire. Un avantage de ça, c'est que seulement on travaille sur des structures de machines. Et puis ces structures de machines-là pour soudage et usinage, là, et ces structures de machines-là sont composées, j'aurais pu prendre un gros dent en fonte grise, par exemple, et puis utiliser ça, mais ça aurait été lourd, ça aurait été compliqué à faire ou à faire moi-même. Et à ce moment-là, à la place, on y va d'éléments qui sont collés. L'avantage à ce moment-là, c'est le collage, non seulement est très fort, mais en plus atténue les vibrations. Fait qu'on a des sous-ensembles. Et l'assemblage de toute la machine, ben, on met les sous-assemblages ensemble, c'est boulonné. Donc ça nous permet de pouvoir travailler, à titre d'exemple, dans des modes où on veut pouvoir désassembler au moins partiellement. L'autre possibilité, c'est que certains adhésifs, si vous les chauffez, ben, ils vont perdre leur résistance. Donc, ça fait en sorte que si vous chauffez de l'acier dans une zone, vous êtes quand même capable de démanteler. Mais je vous dis tout de suite, si c'est collé, vous ne voulez pas chauffer, vous allez devoir usiner parce que ça ne sortira pas, ça ne se décollera pas. Et pas dans les adhésifs structurants. Donc, ça devient extrêmement résistant. Des fois, on fait des erreurs, comme ça m'est arrivé à une de mes assistantes, on fait une étudiante doctorat, puis à un moment donné, elle a fait un assemblage et il y avait une pièce d'acier qu'elle avait placée juste pour mettre un petit peu de masse. Puis ben, la pièce, il y avait un petit peu d'adhésif qui était allé dessus. La pièce était totalement prise, il n'y avait plus rien à faire avec. La seule chose qu'on a pu faire, c'est réusiner. Donc, enlever par usinage la pièce en question. Donc, on a brisé notre pièce à cause de ça. Fait que c'est extrêmement fort, ces adhésifs-là. J'ai une dernière question. Oui. Quel type d'adhésif conviendrait dans des milieux plus agressifs, extrêmement acides, par exemple? Par exemple, quoi? Un milieu extrêmement acide. Acide, OK. Les milieux acides, je vous avoue que je n'ai pas trop vérifié ce côté-là. Par contre, les milieux aqueux, c'est-à-dire les milieux genre dans l'eau salée, etc., on a fait pas mal d'essais là-dessus. Les données des manufacturiers sont quand même assez représentatives là-dessus, du moins pour le HUML sur lequel on a fait des tests plus récemment. Donc, c'est quand même assez correct du côté-là. Par contre, avec des acides, c'est sûr qu'il faudrait regarder au niveau peut-être d'époxy, des choses comme ça qui sont moins sensibles à des matériaux, à de l'acidité ou à des liquides acides, là, ou même des liquides alcalins. Mais il ne faut pas que ça soit trop acide ou trop alcalin parce qu'à un moment donné, même l'époxy va avoir de la misère. Donc, il faut quand même, c'est sûr que l'époxy résiste mieux aux produits chimiques que va résister, par exemple, le métacrylate ou des uréthanes. Les uréthanes, il faut faire attention aussi. Il y en a qui ont déjà utilisé ça, puis à un moment donné, comme par exemple dans des crayons à peinture pour les réparer, faire des retouches sur des automobiles. Donc, vous avez d'un côté, en fait, vous avez deux produits. Vous avez le lac, je me souviens bien, entre le lac et la peinture, et les deux sont séparés par une petite pièce en uréthane. Donc, qui coule l'uréthane là, c'est un adhésif en fait dans ce cas-ci, et pour séparer les deux. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vous le dis tout de suite, donc ce n'est pas à utiliser au niveau de ça. Donc, faites toujours vos tests.
Si vous voulez être sûr, faites-vous un petit échantillon collé, puis mettez-le dans le bain d'acide, testez. Donc, si vous voyez que l'adhésif, si vous testez dans l'air, donc autrement dit, sans aucune exposition dans l'acide, vous testez dans l'air, vous obtenez un résultat. Vous testez après l'avoir sorti de l'acide, vous faites le test, vous voyez un résultat qui est similaire. À ce moment-là, c'est bon signe. Mais ça dépend aussi de la durée d'exposition, ça dépend de plein de facteurs. Mais disons qu'à la base, il y a des adhésifs plus résistants que d'autres, les époxys, polyimides, tout ce qui est thermodurcissable en général vont être un peu mieux que, surtout dans les adhésifs plus durs. L'époxy, c'en est un exemple. J'ai une dernière question qui s'est rajoutée pour les autres. On va vous demander de vous écrire directement si jamais d'autres personnes ont des questions. Donc, est-ce que les industries acceptent les additifs au lieu du soudage? Par exemple, le soudage nécessite de respecter des normes telles que CWB, ASME, AWS. Est-ce que les joints utilisant des adhésifs doivent répondre à une norme similaire? Il y a des normes, effectivement, qui existent au niveau des adhésifs, mais ce sont souvent des normes qui ne sont pas nécessairement relayées au domaine, comme par exemple les normes que vous mentionnez du CWB ou encore du norme de soudage, autrement dit. C'est des normes qui vont s'appliquer aux méthodologies de soudage. Ça veut dire que si vous commandez des structures, quelqu'un commande des structures chez vous et que vous voulez être certifié, vous êtes certifié aux normes de soudage appropriées, que ce soit pour l'aluminium, l'acier ou autre. Et à ce moment-là, s'il vous donne dans le mandat d'utiliser des procédés de soudage selon termes normes, vous n'aurez pas le choix. Si par contre, c'est un produit que vous développez vous-même, à ce moment-là, la méthode d'assemblage, c'est vous qui la décidez. Donc, ce qui fait en sorte que, par exemple, je vous donne des exemples variés. Dans l'aéronautique, oui, il y a des normes, c'est plein mur à mur de normes. Et donc, il y a des rivets, il y a de l'adhésif entre les deux, mais il y a des tests à faire. Donc, ça veut dire que quand ils font des assemblages, ils doivent faire des tests spécifiques. Donc, si vous faites des tests, puis ça correspond aux besoins, ça peut être une raison d'accepter d'aller vers ça. Si vous dites, par exemple, moi, je veux utiliser une autre méthode, comme par exemple, il y en a qui vont me dire dans l'aviation, une autre méthode va souder par friction malaxage. Eh, mon Dieu! Donc, c'est pas croyable. C'est des techniques un peu plus récentes qui sont apparues il y a à peu près une vingtaine d'années environ. Et donc, appliquer ça dans l'aéronautique, ça ne passera jamais. Pourtant, la FAA a accepté certains assemblages de carlingues des avions d'affaires. Ça a fonctionné très bien parce qu'ils ont pu démontrer que c'était correct. Donc, dans certains cas, on peut démontrer. Dans certains cas, si c'est un produit qui vous appartient, autrement dit, que vous développez et que vous voulez vendre, un peu comme l'autobus électrique de tantôt, de Stellantis, l'assemblage collé, c'est plus résistant encore. Fait que là-dedans, le niveau de contrainte qu'on a, là, c'est une fraction de 1 MPa. Et donc, ce qui veut dire que même dans les endroits stratégiques, c'est faible. Donc, les risques sont à peu près nuls. Puis quand je vous dis nul, là, c'est vraiment nul. Donc, ce qui veut dire que dans des cas où on peut démontrer ça, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Fait que je vous dirais que selon l'application, au pire, allez me rappelez-moi après, puis ou rappelez-moi, envoyez-moi un courriel, puis je vous répondrai. Mais ça dépend un peu de l'application. Et si vous arrivez, par exemple, mettons, vous fabriquez des ponts ou des segments ou des parties de ponts, ponts autoroutiers, ponts de différents types. Par exemple, vous avez des poutres en acier. Les poutres en acier, si vous essayez de mettre l'adhésif là, vous allez avoir besoin d'un design qui fait l'affaire. Ça peut fonctionner, mais il faut avoir un design vraiment approprié. Si vous voulez faire des poutres en aluminium, même chose. Si vous voulez faire des plattelages puis les assembler par collage, c'est possible aussi, mais il faut démontrer que c'est suffisamment résistant parce que les normes impliquent entre autres des éléments de fatigue, des éléments dans les ponts, entre autres, là, des éléments de fatigue, des éléments variés, d'essais, de limites élastiques, de limites ultimes, il y a différents types de conditions de chargement puis d'essais. Donc, il faut juste faire attention par rapport à ça, d'avoir quelque chose qui correspond aux besoins, puis qui s'inspire des normes, autrement dit, existantes. Sauf que si la norme peut être remplacée, c'est-à-dire si la valeur de la résistance peut être remplacée par un autre moyen, peut être possible à ce moment-là. Donc, c'est à voir. Ça dépend du domaine aussi. Là. Il y en a des domaines qui sont très conservateurs, d'autres domaines qui donnent plus de latitude. Comme par exemple, si demain matin, je voulais faire une remorque en aluminium, que je voudrais la faire coller, oui, c'est possible, puis il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je m'assure, par contre, que je suis capable de mettre des chargeurs
sur le platelage sans que ça brise. Il faut que je m'assure que ça va tenir tous les niveaux de contraintes prévus et pour la durée de vie prévue de la remorque. C'est le genre de choses qu'il faut faire attention. Oui. Super, merci. Bon, ben, ça met fin à nos questions. Comme que je disais précédemment, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, ils peuvent vous écrire directement avec soit votre adresse courriel que vous avez donnée plus tôt ou votre numéro de téléphone. Donc, je répète aux gens que la conférence d'aujourd'hui a été enregistrée. Donc, si vous voulez la revoir, elle va être disponible pour rediffusion. Puis, merci à tous ceux qui sont restés un peu plus longtemps que prévu. On voit que c'est un sujet très intéressant qui suscite beaucoup de questions. Donc, merci tout le monde. Merci, M. Guillaume. Merci de votre présence. Puis, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un courriel.